Il est 8h45, le commandant Pfeiffer donne l'alerte et précise que l'avion semblait viser la tour. Ce pompier est l'un des tout premiers à comprendre qu'il ne peut s'agir là d'un accident. Presque 15 heures à Paris, 9 heures du matin là-bas, c'est l'heure où l'Amérique démarre sa journée. Près de 50 000 personnes travaillent dans ces tours jumelles. Des milliers d'entre elles sont déjà dans les bureaux. Attentat, accident, dans ces minutes-là, peu importe, déjà des désespérés préfèrent sauter dans le vide. L'Amérique va vivre son pire cauchemar en direct. 9h14, un deuxième avion de ligne éventre la tour sud. Holy fuck! Oh my god! Oh my god! Jesus fucking Christ! Les minutes passent. Les occupants de la tour numéro 1 fuient comme ils peuvent. Il est 10h05, un bruit assourdissant. Personne parmi les pompiers ne comprend ce qui se passe. C'est la tour numéro 2 qui s'effondre.
tous. J'ai décidé de faire cette petite vidéo pour répondre à un internaute qui se reconnaîtra, je pense, hein, puisqu'il me disait que, bref, Alpha, je pensais que tu étais du côté des théories du complot, pas des moutons qui croient à la version officielle concernant le World Trade Center. Donc, si je comprends bien cette vision, ceux qui n'adhèrent pas à certaines théories du complot seraient comme des moutons qui croient à la version officielle concernant le World Trade Center. Ceux que tu appelles les complotistes ne seront pas les sauveurs de demain. Certains d'entre eux, dont je respecte le travail, acharnés, vous mettent seulement en garde contre cette influence maléfique qui prend progressivement le contrôle du monde. Quant à la théorie complotiste concernant le World Trade Center, qui suggère que c'est un organisme secret américain qui aurait déclenché, du moins qui aurait organisé la démolition programmée de ces deux tours, il faudrait tout de même apporter des preuves. Jusqu'à preuve du contraire, des preuves, il n'y en a pas. Par contre, quand vous regardez la vidéo, la compilation là, que je viens de vous faire voir, on se doute bien que les tours n'ont pas été détruites, du moins ce n'est pas une démolition contrôlée qui les a fait s'écrouler. Quant à ma théorie sur le 11 septembre 2001, elle n'a pas changé d'un iota depuis que j'ai commencé à poster des vidéos. Donc, faut pas venir me dire que voilà, je commence à douter de certains complotistes. Non, ma version du 11 septembre n'a pas changé d'un iota, moi. J'ai toujours dit ce que je suis en train de vous dire. Hein. Les autorités américaines ne sont pas responsables de cette attaque, mais ils l'ont exploitée afin de cacher au monde la récession économique dont le pays était victime. Les prémices d'une crise économique avaient en fait commencé en avril 2001, où une bulle spéculative était sur le point d'éclater en générant une crise économique sans précédent dans l'histoire des États-Unis. Le pays était entre autres en pleine récession économique et l'activité économique du complexe militaro-industriel américain commençait à ralentir. Il fallait donc relancer assez rapidement l'économie du pays, hein, tout en focalisant le mécontentement populaire vers un nouvel ennemi. Hein. L'islamisme radical venait finalement d'être remplacé, du moins de remplacer surtout la menace communiste hein, qui permettait, comme vous le savez, au complexe militaro-industriel de tourner à plein régime, hein, puisque ça lui permettait de soutenir des régimes despotiques contre des mouvements de révolte communistes, entre autres d'envoyer de l'armement à ces régimes, hein, de leur vendre de l'armement surtout, et d'intervenir aussi militairement parlant hein, contre les poches communistes, comme au Vietnam, en Corée, en Afghanistan. Donc le complexe militaro-industriel tourne à plein régime. Mais comme vous le savez, en 1988, avec l'arrivée de Gorbatchev et la perestroïka, la menace communiste s'est écroulée. Donc le complexe militaro-industriel s'est retrouvé à nu. Donc ces commandes chutaient, la crise s'installait, la crise économique dans l'intérieur de ce complexe, donc il fallait réagir. Le 11 septembre est venu à point nommé hein, pour permettre aux autorités américaines de détourner l'attention de ce qui se passait réellement dans le pays. Bon, maintenant revenons un peu à cette journée tragique du 11 septembre. Hein. Après avoir décollé de l'aéroport international Logan de Boston, 2 avions de ligne sont rapidement détournés par les terroristes hein, qui en prennent les commandes et les dirigent droit vers les 2 tours du World Trade Center. Bon, je profite aussi de cette vidéo pour vous faire montrer les bases du World Trade Center. Hein. Vous savez, ces formes de tridents là. Les 2 tours du World Trade Center étaient ceinturées par ces tridents géants. Hein. Bon, vous savez ce que c'est que le trident, hein, c'est en règle générale l'arme du diable. Hein. Si ce gendarme s'est retrouvé entre les mains des gladiateurs romains, c'est pas par hasard, hein, c'est parce qu'ils étaient inspirés par le diable lui-même. Hein. Si ils ont commencé à voir ce gendarme, je parle des gladiateurs. Donc je reviens, donc les 2 avions se sont encastrés dans les 2 tours. Hein. L'impact des avions sur les tours sera tellement violent qu'elles finiront par s'écrouler sur elles-mêmes. Mais la similitude de l'effondrement des 2 tours alimentera une étrange théorie du complot. Hein. Et on verra apparaître sur la toile internet toute une série de vidéos où des internautes commenceront à évoquer, sans véritable preuve à l'appui bien entendu, hein, que l'effondrement des 2 tours est en fait la résultante d'une destruction contrôlée à l'explosif et à distance qui aurait été mise au point par une organisation secrète américaine qui aurait par la même occasion préparé le crash, organisé le crash des avions. Oui, la théorie elle va très très loin là. C'est carrément, on dit que cette organisation secrète américaine a carrément commandité l'attaque du 11 septembre. C'est un peu ridicule quand même. Hein. Je dirais que ça devient de l'ironie, hein, mais bon.
Cette théorie avait pris racine suite à l'effondrement de la tour 7, qui, elle, n'avait pas été touchée par les avions, mais bel et bien éventrée et incendiée par des débris de la tour. Donc beaucoup d'internautes se sont dit que cette tour numéro 7 a probablement été détruite suite à une destruction contrôlée. Bien entendu, ils n'ont aucune preuve, mais bon. Beaucoup de complotistes ne croient pas à la version officielle selon laquelle les dommages infligés au World Trade Center se sont produits lorsque les 2 avions détournés par les terroristes se sont écrasés sur les tours. Au lieu de cela, ils prétendent que les tours se seraient écroulées suite à une démolition contrôlée planifiée au préalable par un organisme provenant d'une branche secrète du gouvernement américain. C'est pour vous dire jusqu'où ça va, les théories. Pour argumenter leur théorie, certains complotistes se basaient sur les images vidéo des démolitions contrôlées réalisées avec de la dynamite et qui, placées à des endroits spécifiques de l'immeuble, les faisaient s'écrouler. En règle générale, lors d'une démolition contrôlée, le bâtiment s'effondre directement sur ses propres bases, chaque étage venant brutalement atterrir sur celui de dessous, à une vitesse approchant celle de la chute libre. Pour valider leur théorie complotiste, certains internautes se sont mis à comparer des vidéos de l'effondrement des tours du World Trade Center avec des vidéos de démolition contrôlée connues, pointant les ressemblances tant au niveau de l'apparence que de la vitesse de la chute. Dans les démolitions contrôlées, les charges explosives affaiblissent ou détruisent tous les points porteurs de la structure du bâtiment en même temps. Par conséquent, une fois que la chute commence, toutes les parties du bâtiment, inférieures surtout, sont simultanément en mouvement et en chute libre vers le sol. Donc tout le bâtiment s'écroule en même temps. Pourtant, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé lors de la chute des bâtiments du World Trade Center. Si vous regardez attentivement les films des chutes, dont je vous ai fait voir les extraits au début, là, et vous constaterez que les parties des bâtiments situés au-dessus, je précise au-dessus des points d'impact des avions, commencent à tomber d'abord. Vous avez bien compris. Les parties qui sont au-dessus de l'impact des points d'impact des avions commencent à tomber d'abord, alors que les parties les plus basses des bâtiments, celles qui sont en dessous, ne sont pas touchées. Les parties des tours situées en dessous du point d'impact ne commenceront à tomber que lorsque les étages supérieurs se sont effondrés sur eux. Vous avez compris. Ce n'est pas ce à quoi l'on s'attendrait si les tours étaient effondrées du fait d'une démolition contrôlée. Mais c'est exactement ce à quoi il faut s'attendre si l'effondrement est la conséquence des dégâts causés par l'impact des avions et par les incendies qui ont suivi. Pour valider leur théorie complotiste, d'autres internautes auraient capturé des images au ralenti où on voit de petites giclées de débris pulvérisées horizontalement lors de la chute du bâtiment. Les complotistes avaient identifié ces projections de débris comme autant de preuves d'une démolition contrôlée, et surtout comme des squips mis à feu en secret pour faire tomber les bâtiments. Alors qu'en réalité, ces projections de poussière ne sont rien d'autre que la résultante de l'écroulement de la tour. Le souffle de l'effondrement s'engouffrant dans les cages d'ascenseurs et d'escaliers était immédiatement projeté au niveau des étages vers l'extérieur en passant par les fenêtres. C'était juste ce souffle qu'on voit dans les vidéos, ce n'est en aucune manière des souffles dus à un explosif. Autre détail qui ne va pas dans le sens souhaité par les complotistes, les images de l'effondrement de la tour sud au bâtiment 2 montraient que la tour n'était pas tombée tout droite, à la manière des chutes caractéristiques de la tour nord et des bâtiments rasés lors d'une démolition contrôlée. Au contraire, la tour avait penché, comme vous l'avez vu je pense, avait penché dans la direction du point d'impact de l'avion avant de commencer à s'écrouler vers le bas, avec la partie supérieure du bâtiment inclinée de manière à former un angle. La différence entre les deux effondrements peut s'expliquer par la manière dont chaque avion avait heurté les bâtiments. Par exemple, le premier avion avait touché la tour nord, le bâtiment 1, entre les 94e et 98e étages, et l'avait heurté de plein fouet, s'encastrant quasiment directement jusqu'au cœur du bâtiment. Quant au deuxième avion, lui, il avait heurté la tour sud entre les 74e et 78e étages, mais s'était encastré de biais, endommageant gravement tout le coin nord-est du bâtiment. Comparé à la tour nord, la tour sud avait donc subi des dommages qui étaient à la fois moins également répartis et nettement plus bas dans la structure, obligeant le point affaibli à supporter beaucoup plus de poids de la partie supérieure que le poids du crash correspondant à la tour nord. C'est-à-dire en langage plus clair, le deuxième avion, lorsqu'il s'est encastré dans
la tour, la deuxième tour, la tour sud, l'impact avait eu lieu entre le 74e et 78e étage. Donc il y avait beaucoup plus d'étages au-dessus. Donc le poids était beaucoup plus important. Alors que le bâtiment numéro 1, l'impact avait eu lieu au 94e étage. Donc il y avait quand même des étages au-dessus, mais le poids était moins important que celui du bâtiment sud. Donc comparé à la tour nord, la tour sud avait subi des dommages qui étaient à la fois moins également répartis et nettement plus bas dans la structure, obligeant le point affaibli à supporter plus de poids de la partie supérieure que le point du crash correspondant à la tour nord. Ceci expliquerait à la fois pourquoi il y a eu l'inclinaison du bâtiment lorsqu'il est tombé du côté du point affaibli, et le fait que la tour sud soit tombée la première alors qu'elle avait été touchée après la tour nord. Donc vous avez compris pourquoi la tour sud s'est écroulée avant la tour nord. Tout simplement parce que l'impact, le lieu d'impact de l'avion était beaucoup plus bas que la tour nord. Et donc cette tour devait supporter beaucoup plus de poids. Donc c'est pour cette raison qu'elle s'est écroulée en premier. Oui, ça devient presque que de la physique en réalité. Il n'y a rien de complotiste dans ce que je suis en train de vous dire. Mais bon, comment donc ces deux tours se seraient écroulées suite à l'impact des avions? Lors de l'impact, les deux avions provoqueront instantanément des dommages assez considérables à la structure des deux édifices. La carlingue de l'avion, mais surtout les pièces dures comme les moteurs et les éléments des trains d'atterrissage, se transformeront carrément en projectiles destructeurs, certains traversant même les tours pour s'écraser dans les rues avoisinantes ou sur des immeubles à plusieurs centaines de mètres du World Trade Center. En langage plus clair, quand l'avion s'est encastré dans le bâtiment, les réacteurs, eux, ont continué, ils ont traversé tout le bâtiment, en détruisant bien entendu toutes les structures métalliques. Sur les façades éventrées, des dizaines de colonnes en acier constituant l'enveloppe du bâtiment avaient été carrément sectionnées. Or, cette enveloppe soutenait environ 40% du poids du bâtiment, du World Trade Center, de la tour. Vous vous rendez compte, Donc, lorsque l'avion est rentré, il a détruit déjà la moitié. La moitié des colonnes. Donc, il y avait déjà un vide. Donc, s'il a résisté, ce bâtiment, je me dis si c'est pas par miracle. Mais en dépit de la violence du choc, les tours jumelles tiendront quand même, bon, elles oscilleront de plusieurs dizaines de centimètres à leur sommet, mais reviendront en position normale. Parce que les fabricants, les constructeurs de ces tours avaient dimensionné la structure pour qu'elle résiste à l'impact d'un Boeing 707, et qui, comme vous le savez, est beaucoup plus petit qu'un Boeing 747. Donc l'impact n'est pas le même. Ce sont surtout les incendies qui s'en suivront qui vont affaiblir les structures porteuses, accélérant par la suite, comme vous le savez, l'écroulement des tours. Dans les étages où les Boeing sont venus s'abattre, les protections contre le feu qui recouvraient la structure en acier avaient été complètement détruites. Les poutres et les colonnes encore en place s'étaient donc retrouvées souvent à nu, directement exposées aux flammes. Or, nous savons que l'acier monte très vite en température et perd ses principales caractéristiques mécaniques tout aussi rapidement, d'où une faiblesse accrue. Plus rien n'empêche désormais les flammes de se propager. Les colonnes d'eau alimentant les extincteurs au plafond avaient été détruites lors de l'impact des avions. Ensuite, l'air se mettra à affluer, du moins en rentrée surtout, par les façades éventrées, ce qui alimentera en oxygène la combustion du carburant des avions et du matériel de bureau qui était, comme vous le savez, très très inflammable. Les nombreux incendies ne cesseront d'affaiblir la résistance de la structure, surtout la portance, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus supporter les contraintes exercées par les étages supérieurs. Et la chute des étages au-dessus de la zone d'impact entraînera automatiquement ceux du dessous. C'est une réaction en chaîne. Les planchers boulonnés aux colonnes ne peuvent résister. Et s'ils n'étaient pas dimensionnés, ils ne servaient qu'à maintenir la cohésion entre la structure périphérique et le noyau central. Ils n'étaient pas dimensionnés que pour soutenir leur propre poids et non la chute des étages supérieurs. L'écroulement était donc inévitable. Voilà, comme vous voyez, je vous remets la petite illustration du World Trade Center. Vous avez là, en 1995, c'est la fameuse carte Illuminati. Et là, vous avez la journée du 11 septembre. Vous voyez, les deux explosions sont assez ressemblants. Et là, dans la carte de 1995, vous voyez que la tour, se penche.
se penche parce que l'impact de l'avion avait généré un énorme trou. Donc la tour se penche là où il y avait le vide. Et ensuite, au lieu de tomber sur le côté, elle va s'écrouler sur elle-même. Parce qu'elle va se pencher, mais elle va se redresser, elle va tomber sur elle-même. Et en aucune manière, on peut parler de destruction contrôlée. Là, c'est juste un problème physique. Hein. Vous avez sur tout un étage, l'avion en s'encastrant a détruit la moitié des structures qui soutenaient l'étage. Hein. Et le feu a fini par détruire le reste. Donc lorsque au niveau de l'étage, il n'y a plus rien qui supporte les étages supérieurs, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tout s'affaisse. Et à cause du poids des étages qu'il y a au-dessus, eh ben, lorsqu'ils vont s'affaisser, eh ben, avec la réaction en chaîne, ça va faire s'écouler les étages inférieurs, c'est-à-dire qui sont en dessous de l'impact. Les deux tours se sont écoulées de cette manière, et en aucune manière, vous avez un organisme secret américain qui est venu placer des explosifs. Hein. D'ailleurs, il n'aurait pas eu le temps de le faire, hein, vu ce qui se passait réellement. Donc je reviens à ce que cet internaute disait. Voilà, ce n'est pas parce que on n'adhère pas à certaines théories du complot que on ne dénonce pas ce qui se passe réellement sur cette planète. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord sur cette théorie du complot qui consiste à dire que les deux tours du World Trade Center avaient été détruits par un organisme secret américain. Et en plus, vous avez d'autres complotistes qui disent, eux, carrément qu'il n'y avait pas d'avion. Hein. C'est carrément des missiles ou des images de synthèse qu'on a mis. Oui, là, c'est bon, ça commence à devenir un peu loufoque, hein, certaines de ces théories. Hein. Moi, j'en reste à la mienne. Moi, je n'ai pas changé d'un iota, contrairement à ce que cet internaute me dit. Hein, je ne suis pas vraiment un moutou, surtout quand on voit mes vidéos. On ne peut pas dire que je raisonne comme tout le monde. D'ailleurs, si j'étais comme un moutou, certains internautes ne passeraient pas son temps à critiquer certains contenus de mes vidéos. Parce que je fais en sorte de ne pas suivre la pensée unique. D'ailleurs, pour certains qui suivent mes vidéos, vous l'avez bien remarqué, hein, surtout lorsque je dis que le grand monarque, c'est le Mahdi, et que ces deux monarques, en réalité, ne font qu'un, et ça correspond à l'antéchrist. Vous me dites dans quelle vidéo, sur la toile internet, vous trouvez quelqu'un qui va vous dire que le grand monarque ou le Mahdi, c'est l'antéchrist. Vous voyez, pourtant les internautes passent leur temps à me critiquer lorsque je dis ça, mais je continue à persévérer en disant que l'antéchrist en réalité n'est pas cette entité maléfique qu'on vous présente. Hein. C'est un grand monarque dont la mission est de réformer le monde et surtout de préparer le retour du Christ. C'est comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, lorsqu'on parle du livre de l'Apocalypse, on parle de l'ouverture des premiers sceaux, parce que c'est un livre qui est scellé de 7 sceaux. On parle de l'arrivée d'un cavalier blanc, d'un cheval blanc sur lequel se trouve un cavalier qui part à la conquête du monde. Et bon, je disais que certains théologiens avaient dit que c'était le Christ, mais non, c'est pas le Christ. Le Christ ne va pas venir sur terre pour faire la guerre. Ce cavalier assis sur un cheval blanc, ça ne pouvait être que l'antéchrist. Il va aller à la conquête du monde hein, pour accomplir les desseins de Dieu sur la planète. Bon voilà, j'en ai fini hein, avec cette vidéo. Hein. Je l'ai faite juste pour répondre à cet internaute hein, qui, selon lui, si on n'adhère pas à toutes les théories du complot, on est en guerre contre les complotistes. Non. Moi, je surfe souvent sur l'internet. Je tombe sur des gens très très intéressants comme Jean Drock, Christophe Croblon, Le Veilleur non silencieux. Moi, je trouve que c'est des gens qui font un excellent travail. Hein. Ils passent leur temps à dénoncer, mais comme ils le disent, les gens ne suivent pas. C'est qu'il faut comprendre une chose, c'est que les gens suivent ce qui se passe réellement à la télévision. L'internet, certes, mais tout le monde ne regarde pas l'internet. Les téléspectateurs seront beaucoup plus nombreux que les internautes en réalité. Hein. Par exemple, le journal télévisé de TF1 ou de BFM TV est suivi par beaucoup plus de monde que ceux qui surfent sur la toile internet. C'est pour cette raison que les gens ne réagissent pas. Et comme je le dis, comme eux le disent aussi, 90% de notre réseau médiatique est contrôlé désormais par l'oligarchie. Hein. L'oligarchie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont nos banquiers, nos groupes industriels, hein, toute la petite bourgeoisie qui contrôle l'activité économique dans notre pays. Donc dès l'instant où ils ont pris le contrôle de vos médias, ils ne vont jamais venir dénoncer les agissements de certaines sociétés qui les animent aussi. Hein.
Par exemple, on ne va pas vous dire que certaines entreprises qui spéculent à la bourse gagnent des milliards, hein, et tout en gagnant des milliards, du moins en faisant des bénéfices énormes, elles se permettent de délocaliser pour aller installer leurs entreprises ailleurs. Et le drame pour vous aussi, c'est que l'Union économique européenne, en réalité, a été créée pour permettre à ces oligarchies d'imposer à leur peuple ce qu'ils ne pouvaient pas le faire sur une échelle nationale. Donc aujourd'hui, Bruxelles est en train de privatiser toute l'Europe. Et pour que vous ne vous révoltiez pas, ben, on vous a fabriqué un bouc émissaire. Vous savez très bien c'est qui ce bouc émissaire. Al-Qaïda l'alimente aussi en envoyant ses djihadistes délinquants. Hein. Oui, parce que les gens nous disent que Al-Qaïda envoie... c'est-à-dire les médias surtout nous disent que ce sont des islamistes qui sont envoyés par la région islamique. Alors qu'en réalité, non, c'est un groupuscule nationaliste laïque qu'on appelle Daesh, qui envoie des délinquants ou des déséquilibrés pour faire des attentats. Pour ceux qui croient réellement au diable, il faut comprendre une chose, c'est que le diable agirait en influençant Daesh, et ensuite il se servirait du réseau médiatique pour discréditer les agissements de Daesh. C'est la stratégie du diable, lui. C'est de manipuler sur une échelle planétaire à des groupuscules pour accomplir ses desseins. Aujourd'hui, lorsque vous parlez de la religion islamique, les gens dans leur esprit voient le diable. Bah, c'est pas le fruit du hasard, hein, c'est comme ceux qui commettent ces attentats n'ont rien de religieux, ce sont des nationalistes laïques, ils se servent des religions à des fins strictement nationalistes, donc ils discréditent complètement leur propre religion, mais ça c'est le fait du diable. Ceux qui agissent à travers Daesh ne savent même pas qu'ils sont inspirés carrément par le diable. Par exemple, lorsque vous voyez des gens de Daesh habillés en noir pour décapiter des prisonniers, il faut savoir que le diable est souvent habillé en noir. Oui, c'est ça, il faut comprendre cette chose aussi. Donc c'est très bien de jouer, de faire montrer. Et en plus, ces vidéos, pour quelle raison ces vidéos sont-elles produites? Pensez-vous réellement que c'est pour intimider les régimes, les oligarchies? Au contraire, les oligarchies, ils applaudissent ce genre de vidéos. Non, le but final de ces vidéos, c'est de discréditer la religion islamique, puisque, comme vous le savez, en Europe, le christianisme est pratiquement inexistant. Et ça, c'est bien l'œuvre des forces du mal. Bon, vous allez me dire, et le World Trade Center, est-ce le diable ou Dieu qui se cache derrière? Bon, on ne peut pas dire que ce soit Dieu, Dieu ne détruit pas, mais Dieu laisse faire. Vous avez compris. Lorsque vous vous éloignez du Créateur des mondes, bah, le Dieu laisse les forces du mal agir contre vous. Hein. Parce que comme vous vous éloignez de lui, vous perdez aussi sa protection. Hein. C'est logique. Ben voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo. Hein. Je tiens à préciser que pour moi, personnellement, le gouvernement américain n'est pas responsable de ce qui s'est passé le 11 septembre, mais il a exploité la journée du 11 septembre. Parce que vous regardez ce qui s'est passé par la suite, hein, l'invasion de l'Irak, de l'Afghanistan, les troupes américaines qui s'installent un peu partout autour de la Russie, bah, c'est que cette journée, elle a été exploitée par l'état-major américain pour se relocaliser, du moins se géolocaliser, se réinstaller, hein, stratégiquement parlant, autour de la Russie. Surtout aussi s'installer dans la région du Proche et du Moyen-Orient. Hein. Ben voilà. Mais ce n'est pas parce que notre point de vue ne va pas dans le sens des autres complotistes qu'il faut dire que la personne est contre tout ce qui est complotiste. Il faut modérer le ton quand même un peu. Parce que quand on suit mes vidéos, on voit bien que je ne fais pas des vidéos qui suivent la pensée unique. Hein. D'ailleurs, les internautes qui suivent mes vidéos l'ont bien compris. Hein. Donc ce n'est pas parce que voilà, une vidéo ne vous a pas plu qu'il faut immédiatement dire que la personne qui l'a faite est contre tout ce qui est complotisme. Puis d'ailleurs, c'est quoi le complotisme? On dénonce les agissements de certains gouvernements, les agissements secrets de certains gouvernements. Mais est-ce que ceux qui dénoncent ces agissements font avancer le schwindblick? Ben non. Ils se contentent de vous dire que voilà, on vous impose des vaccins, ces vaccins vont générer de l'autisme chez les nouveau-nés, mais bon, ils vous ont juste averti, hein, c'est tout. Que vont-ils faire?
Bon, personnellement, je comprends qu'ils n'ont pas vraiment de pouvoir pour agir aussi. Hein. Parce que s'ils vous parlent et vous les écoutez pas, je les comprends plus ou moins que qu'ils continuent de faire des vidéos en sachant que plus personne n'écoute réellement ce qu'on dit. Ah, parce que les 11 vaccins qui doivent être imposés aux nouveau-nés, c'est un désastre. Et c'est incroyable que... Bah, je dis incroyable, non, c'est logique, hein, parce que comme les médias n'en parlent pas vraiment, parce que l'industrie pharmaceutique est aussi une mafia hein, qui compose cette oligarchie, il ne faut pas l'oublier aussi. Bah, en langage plus clair, toutes nos nations dites démocratiques sont régies en réalité par des mafias oligarchiques, hein, qui se contrefoutent complètement que vous viviez bien ou pas, que vous viviez votre liberté, mais ils s'en contrefoutent complètement. Hein. Bah, dernièrement, je suis tombé sur une vidéo, j'ai vu Nadine Morano qui attendait un homme qui venait payer des amendes pour les femmes voilées. Là, j'ai été sidéré, j'ai rien compris. 5 millions de chômeurs, des entreprises qui ferment les unes après les autres, c'est incroyable. Le pouvoir d'achat qui s'écroule, des loyers qui n'arrêtent pas d'augmenter, des appels au SAMU qui ne sont même pas pris en compte et on laisse les gens mourir carrément, parce que les gens qui sont en France ont des accents étrangers. C'est incroyable. Hein. Le nombre de chômeurs qui n'arrête pas d'augmenter, la violence qui n'arrête pas d'augmenter, le racisme. Alors là, c'est depuis les attaques de Daesh, c'est la flambée. C'est vraiment la recrudescence des attaques terroristes. Vous savez, quand il y a eu cette polémique sur le voile islamique, beaucoup de femmes voilées ont été agressées, soi-disant. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Pour quelle raison il y en a beaucoup moins? Parce que les médias en parlent beaucoup moins. Ben oui, c'est qui fait monter l'islamophobie, ce sont ceux qui diffusent les reportages qui parlent de ce problème. Quand je dis ce problème, entre parenthèses, hein, le voile islamique n'est pas un problème. Le voile islamique, c'est un problème pour certaines loges franc-maçonnes et certains groupuscules d'extrême droite hein, qui ne supportent pas la religion des autres minorités. Sinon, en aucune manière, c'est un danger. C'est surtout un danger. Tout ce qui est, qui a un lien avec le religieux, c'est un danger pour les loges franc-maçonnes. Ne l'oubliez pas. Et les loges franc-maçonnes, beaucoup de ces loges, en réalité, contrôlent beaucoup de médias. Bon, je vais m'arrêter parce que là, je vais sur d'autres thématiques. Hein, parce que voilà, je m'éloigne. Hein, je préfère rester sur cette thématique du World Trade Center. Hein. Donc, les structures n'ont pas été détruites sur contrôle. Et puis, je ne vois pas des policiers venir placer du dynamite alors qu'ils sont en train d'évacuer les 2 tours. C'est vraiment c'est risible. Hein, ce type de complotisme. Par contre, ceux qui parlent du World Trade Center en disant que voilà, le gouvernement américain nous a détourné des vrais problèmes sociaux pour amplifier sa politique sur la guerre et le sécuritaire, là je suis d'accord avec eux, là, je reste sur la même longueur d'onde. Je pense que les tours ont été vraiment détruites par des terroristes hein, qui ont un peu surpris l'état-major américain. Mais bon, je pense qu'ils attendaient, ils attendaient une attaque de cette nature pour pouvoir s'en sortir économiquement parlant. Puisque en avril 2001, le pays commençait à plonger dans une récession économique, hein, faut pas l'oublier. Et comme par hasard, le 11 septembre 2001, tout avait disparu. Hein. La bulle spéculative, la crise économique, ça y est, c'était vraiment le branle-bas de combat maintenant, après le 11 septembre. Hein. Puis le complexe militaire-industriel a commencé à relever la patte. Hein. Parce que les commandes militaires venant de l'État américain ont commencé à affluer. Hein. Et d'ailleurs, ils ont commencé aussi à vendre de l'armement à ces monarchies. Je ne sais même plus si on doit les appeler des monarchies, mais bon, je ne sais pas qui contrôle ces pays aujourd'hui. Hein. Vous avez Ben Salman en Arabie Saoudite qui veut se débarrasser de toute sa famille, hein, de tous les princes pour garder le pouvoir dans le pays. Hein. En plus, bon, il est un peu responsable de la guerre contre le Yémen, mais bon, comme je l'ai dit, hein, le Yémen, c'est un peu l'un des signes annonciateurs de la fin de notre monde. Hein. Dans les hadiths du prophète, il est dit qu'un feu sortira du Yémen. Hein. Donc je me demande si cette guerre au Yémen n'est pas vraiment ce feu. Et puis, en faisant la guerre au Yémen, le roi d'Arabie Saoudite
c'est-à-dire celui qui a pris le titre de roi en Arabie Saoudite, serait en train d'affaiblir économiquement parlant son propre pays. Hein. Donc je me demande s'il n'est pas vraiment stimulé par Dieu pour qu'il, un peu comme Pharaon, hein, Dieu le stimulait par son orgueil pour mieux détruire son armée par la suite. Hein. Peut-être que c'est un peu ça, hein, la stratégie en Arabie Saoudite. Hein. On le pousse à aller faire la guerre, mais bon, après peut-être qu'il va se faire tuer lui-même. Hein. Il va être victime d'un coup d'État. Hein. Ce qui a été probablement fait il y a quelques semaines, mais qui a foiré. Bon voilà, j'en ai fini. Hein. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.